Salut à tous et bienvenue sur ce live. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de faire ça au mieux. J'ai un petit peu augmenter le son. Donc, je vous avais dit la dernière fois, j'ai quelques petits problèmes de matériel et surtout un problème de micro qui m'a un petit peu lâché, qui fonctionnait de manière un peu fluctuante. Donc, j'enregistre avec le micro de l'ordinateur. J'espère que ça va être audible et acceptable pour vous. N'hésitez pas à me dire si vraiment c'est pas bon. Je mettrai peut-être pas le replay en live sur YouTube ou ce genre de choses. Dans tous les cas, merci à toi, JC, pour ton réabonnement avec Prime. Salut Papette. On va parler de l'Olympique de Marseille qui va très très bien ces temps-ci. On va un peu, comment dire, angler ça. On va avoir un gros angle qui va être Matt O'Reilly. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a terminé le live en se disant qu'est-ce qu'il apporte réellement à l'équipe O'Reilly. Il faut se concentrer un petit peu, essayer de voir un petit peu. Donc si je suis un petit peu en retard, un petit peu à la bourre, c'est parce que j'ai passé la matinée à re-regarder OM Metz, enfin Metz OM et OM Ajax, et en me concentrant spécifiquement sur Matt O'Reilly. Et quand on se concentre sur lui, ça devient assez évident ce qu'il apporte à l'équipe. On va voir ça ensemble. J'ai fait plein de captures d'écran et on va aussi parler de la structure de l'Olympique de Marseille avec Heusberg, avec O'Reilly ou avec les trois contre l'Ajax. Bref, on va voir dans quelle structure un petit peu l'Olympique de Marseille joue. Bon, je continue un peu ma petite démonstration de base là, et après je vous lis un petit peu plus dans le chat. Donc voilà, on avait une défense à 4, mais en vrai ici on voit qu'on a déjà vraiment plus 3 défenseurs et que Weah il est beaucoup plus haut, il est pratiquement à la hauteur de Pachao. Donc c'est un truc qui est clairement asymétrique. Faut pas prendre ça au pied de la lettre, genre défense à 4 contre Metz. Non, c'est plus une défense à 3 et encore une défense à 3 où l'un des deux centraux, droite ou gauche axiale, va pouvoir aussi aller apporter le surnombre. Donc c'est quand même assez offensif finalement comme disposition. Et avec un duo ici, Højbjerg-O'Reilly, Greenwood, Angel Gomez qui était plus en 10, Paechao, Wea et donc Robinho Vaz. Robinho Vaz. Taper sur la table. Je vais montrer ça à un ami madrilène il n'y a pas très longtemps. C'était un grand moment, forcément. Il nous manque à tous ce René. Que je connaissais pas personnellement, mais que j'avais rencontré quelques fois et qui avait été d'une sympathie. Enfin, vraiment, je pense il était vraiment comme on le voyait, comme on le voyait dans la minute, un peu excessif, mais voilà, il nous manque quand même un petit peu. Ces débriefs, c'était un truc. Alors, j'ai fait, donc je vous ai dit, j'ai revu ce matin les matchs contre Metz et contre l'Ajax. Donc, on va commencer un peu avec Robinho Vaz. Donc, je vous disais, Robinho Vaz, on le voit ici, le numéro 34, il était loin devant, il était clairement là pour apporter de la profondeur face à une équipe qui allait nous attendre en position basse. Et la grande force de Robinho Vaz, il y a un autre appel aussi qu'on va voir un peu plus tard, mais c'est vraiment de faire ces appels-là. Et ces appels-là, tout le monde peut les faire, mais enfin non, justement, tout le monde peut pas les faire. Tout le monde n'a pas la vitesse, tout le monde n'a pas euh, aussi la manière de placer son corps pour prendre le meilleur sur l'avant-centre. Là, on va voir, c'est l'action qui a pu prêter à polémique, mais c'est surtout encore un excellent appel. On voit qu'avec son bras, il appelle le ballon. Pachao va lui donner un ballon, mais c'est aussi un ballon en fait qui est pas facile à donner et c'est pour ça qu'en fait Robinho Vaz, je pense qu'il peut faire des appels dans cette zone-là, il peut faire des appels dans cette zone-là et ça va être très très chiant alors qu'Aubameyang a plutôt tendance à être axial ou plutôt à faire des appels comme ça pour rentrer dans l'axe. Donc Robinho Vaz, vraiment une excellente surprise. Est-ce que je peux faire des petits dessins avec ce truc-là? Non, ouais, bon, je vais pas tenter le diable. Donc on voit ici il appelle le ballon
donc dans le dos de, je sais plus qui était le défenseur messin. Et à la course, bah, il va le prendre parce que déjà, lui, il est en mouvement vers le but quand le défenseur messin est en contrôle de ce qui se passe. Il part, il le prend à la course, bien sûr. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va vraiment, non seulement il va se battre parce que il est à la lutte avec le messin, il va se battre à la régulière, pour moi, je pense, mais surtout, il va réussir à prendre le dessus physiquement et à placer son corps, à placer son corps parfaitement. Et là, c'est en prenant cette position-là, en réussissant à mettre ton corps, à prendre le meilleur sur ton défenseur, à mettre ton corps face au but, que tu peux créer des situations de carton rouge, de penalty, et on peut discuter. Mais vraiment, l'appel est remarquable, la vitesse, le tranchant qu'il met dans sa course et l'intelligence, presque l'expérience qu'il a pour réussir à placer son corps, pour prendre la meilleure position face à ce défenseur. Franchement, c'est un régal à voir et je me régale à voir Aubameyang et vu que j'étais l'un de ses détracteurs, je suis heureux de voir qu'il ne cesse vraiment il ne cesse de me prouver que j'avais tort. Mais voilà, dans tous les cas, Aubameyang fait des appels différents. Robinho Vaz, il fait des appels plus où il va écarter la défense sur les côtés. Et comme on va le voir ici, hop, j'ai trop de trucs ouverts. Là, il faut quand même réussir à faire la passe, mais c'est encore l'une de ces, voilà, il va partir encore une fois dans le dos. On voit encore le défenseur en contrôle. Lui, il est déjà en mouvement. Il va super vite. Donc, dans tous les cas, il n'a pas besoin de se mettre en danger. Aussi, là, on voit, il y a zéro doute sur le hors-jeu. Vu la position qu'il a au début des actions, on peut pas avoir le moindre doute sur le hors-jeu. Il est tellement rapide qu'il peut mettre suffisamment de distance pour qu'il y ait zéro doute sur le hors-jeu. C'est voilà, vitesse, intelligence dans dans le positionnement de son corps. On peut rajouter aussi à son match, hop, on peut aussi rajouter à son match le fait de ne pas être individualiste. Il fait cette passe décisive, mais en plus, on sent que c'est vraiment le mec qui n'a pas peur de jouer pour les autres, qui a envie de jouer pour les autres, qui se positionne voilà en joueur d'équipe avant autre chose. On va aller voir un petit peu ses stats ici. Attacking, il est où Attends, je suis où? C'est bien Metz. Où il est, Robinho? Il est bien bas. Big Chen Smith, quelle est la grosse occasion qu'il a ratée? Ah oui, c'est sur cette occasion. En fait, il compte ce truc sur ce tir. C'est un tir qui revient, il me semble. Bon, c'est un petit peu dur, mais généralement, en fait, il a pas touché beaucoup de ballons. Attendez, je vais peut-être aller plutôt sur WhoScored. J'ai plus mes habitudes pour regarder les positions. D'ailleurs, venez, on va aller. J'y avais pas pensé à faire ça, mais je me dis que ça peut être intéressant aussi d'aller voir la heatmap. Je regarde un petit peu. Est-ce que c'est toujours visible pour vous? Donc la heatmap, on rappelle, c'est l'endroit où les joueurs touchent leurs ballons. Donc, on va aller voir l'Olympique de Marseille, c'est sur la droite. Hop, on les enlève, on remet Robinho Vaz. Donc voilà, Robinho Vaz, en fait, même sa heatmap, c'est une heatmap de... On visualise son match avec la heatmap. C'est un mec qui a fait des appels comme ça. Hop, 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 hop. Il a touché que 21 ballons. Celui-ci, c'est peut-être d'ailleurs le ballon qu'il donne sur le but de Pachao. Mais par contre, en 21 ballons touchés, il a eu un impact. On sait tous ce qu'il a fait sur le match. On se souvient du match de Robinho Vaz. Donc vraiment, c'est une arme offensive supplémentaire qui est bienvenue. On n'a pas souvent des jeunes. Alors
c'est un jeune en post-formation parce qu'il était déjà assez référencé lorsqu'il arrive à l'OM. Mais voilà, donc on a dit 21 ballons touchés, c'est pas incroyable, mais on s'en fout de toucher 150 ballons, il vaut mieux en toucher 20 et avoir faire deux passes clés, tirer de manière cadrée. Et est-ce qu'on lui a compté sa passe décisive? Ah oui, je pense qu'elle est dans les passes clés dans tous les cas. Euh, Bref, c'est une arme supplémentaire qui fait des appels différents d'Aubameyang, qui a un tranchant, une intelligence qui est très rarement hors jeu parce que il a tellement de vitesse qu'il peut démarrer de plus loin. Très content, toujours content de voir des jeunes sortir du centre de formation, même si encore une fois, c'est post-formation. Bon, alors, hop, je vais boire une petite goutte de thé parce que je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai un peu un mal de gorge. C'est le début de l'automne, hein, c'est normal. Lipobino qui demande, n'as-tu pas peur que cette trêve casse notre dynamique ou que si des cadres se blessent en sélection, ça peut nous causer des problèmes pour la suite? Ouais, mais c'est le, j'ai envie de te dire, c'est le jeu, quoi. Oui, t'as raison que là, c'est pas le bon moment pour l'OM de s'arrêter. J'ai l'impression que enfin, voilà, l'OM est dans une forme exceptionnelle. Après, le but, c'est justement de te prémunir de ce genre de dépendance à un ou deux joueurs et d'être prêt si t'as ce genre de truc comme ça. Ouais, et puis la dynamique, c'est le travail de l'entraîneur de la continuer. Mais en effet, là, c'est pas le bon moment pour avoir une pause pour l'Olympique de Marseille. Il y a des moments où ça fait du bien, tu dis, ouais, là, ça va être pas mal, on a besoin de souffler, c'est bon, on sort d'une période difficile, on a gagné un match 1-0, c'est bon, on va remettre tout d'équerre. Mais là, non, non, là, on pouvait continuer à jouer. Sur l'action où on enchaîne dans les petits espaces pendant une minute dans la surface, il ne peut pas frapper correctement. Bah après, je pense il doit avoir enfin, tu vois, il a toujours comment dire, une marge de progression qui est assez importante, hein. Il a quel âge déjà, Robinho Vaz? On va aller voir ça. Il est extrêmement jeune, hein. Il est peut-être 18 ans ou un truc comme ça. Je sais même pas si que l'année dernière, il avait pas 17 ans, Robinho Vaz. Arrivé au club, né en 2007. C'est à 2007, comme disent, comme disent les jeunes. Donc 2007, ça fait quoi? 2017, 10 ans. Euh, ouais, donc 17-02-2007, donc il, il va avoir, non, il a 18 ans. Il a 18 ans. Donc bon, ça va. Manque un peu d'adresse face au but pour les blocs bas encore vase, mais très intéressant. Meilleur socialien depuis Penalty, nous dit Judge Trade. Mais manque d'adresse, je sais pas, parce que finalement, il a pas vraiment gâché beaucoup d'occasions. Et le but qu'il met face au PFC, c'est vraiment un but insouciant et une frappe extrêmement dure à mettre. Donc je sais pas encore. Après, il a pas encore eu suffisamment d'occasions contre Strasbourg, il met la tête sur la barre aussi. Bah, franchement, une arme supplémentaire et faut ne pas s'enflammer parce que on est fort pour le faire sur des jeunes. Bon bah, si tu nous regardes, mais mais il montre de très bonnes choses. Oui, Schmeichel qui dit avec Vaz, pas besoin de la Régel Wenger, sa position moyenne sur la stat Ligue 1, il est quasi en dehors du terrain. J'ai cru pendant 5 minutes qu'il manquait un joueur dans le graphe, un diamant à polir pour Vaz. Oui, oui, c'est ce qu'on a vu sur la carte des positions qui est là. C'est incroyable sur la carte des positions, tu le vois vraiment. Il y a l'équipe de Marseille et il y a Robinho Vaz. Mais enfin, c'est pas bien de le présenter comme ça. Mais on voit vraiment qu'il est là pour apporter la profondeur. Voilà, la profondeur qui manque où tout le monde est un peu resserré. Tu as un bloc bas, et ben lui, il va être là, il va t'apporter un truc supplémentaire, il va t'apporter. Putain, mais c'est chelou d'ailleurs. C'est quoi ce 5,38? Waouh. Oh, c'est pas ils ont eu un blessé aussitôt parce qu'ils ont un blessé au bout de 30 minutes, il me semble. Mais
bizarre, Metz quand même. Va falloir faire gaffe si vous voulez rester en Ligue 1. Bref, je vais continuer à vous mettre un petit peu ce que j'ai remarqué un peu ce matin. Donc, hop, c'est mes petites captures d'écran du matin, donc de mes revisionnages. Donc là, ce qui est assez intéressant, j'ai parlé de ligne de 3. C'est une ligne de 3 où en fait, tu as quand même Emerson qui est bien à gauche, mais c'est surtout pour dire, à la limite, c'est une ligne de 4 asymétrique où tu vas en effet avoir Emerson à gauche et Weah à droite, mais Weah va très vite monter pour être souvent au même niveau que Pachao, ou quand Emerson va rester à gauche et va même avoir tendance à rentrer dans l'axe pour former une ligne de 3 et avoir un petit peu de sécurité. Voilà, là par exemple, j'ai montré, je sais plus si c'est une récupération ou une phase de relance, mais dans tous les cas, là on a vraiment un truc genre une ligne de 4 avec Weah, Pavard, Aguerd, Aguerd d'ailleurs, peut-être meilleur recrue du mercato, incroyable ce mec. Ouf, non, pas comme ça, pas comme ça, voilà, comme ça. Euh, donc là, on est sur un truc, sur une récupération. Donc tu récupères la balle, ta ligne de 4. Hop, tu fais tourner un petit peu, tu as encore la ligne de 4, Emerson, Weah, et dès que tu as un petit peu fait tourner, dès que tout le monde s'est un peu mis en place, voilà, Emerson va rester plus ou moins à proximité des défenseurs, et Weah, il va déjà commencer à monter, et, et on voit que 10 secondes plus tard, Weah, il est là. Alors, je vais repartir du début. Donc on est à 20 minutes 30 secondes. Donc voilà, on est phase de positionnement. On fait tourner, on fait rentrer Emerson plus défensivement, on fait monter Weah et 20 secondes plus tard, Weah il est très haut, Emerson il est plus bas, il est certes un peu plus positionné à gauche, mais il est beaucoup plus proche dans le rôle d'un défenseur central que d'un ailier. Alors que Weah, une fois que tu as le ballon, il est beaucoup plus proche d'un ailier que d'un latéral. Ou alors il est en position latérale très offensive. Donc on peut pas dire non, on a tort de parler d'une ligne de 4. Il y a une ligne de 4 défenseurs quand t'as pas le ballon. Mais quand t'as le ballon, cette ligne de 4, elle va s'animer et elle va s'animer avec un mec sur un côté qui va être plus défensif et un autre qui va être complètement offensif. L'autre chose à noter aussi, c'est cette paire, surtout en première période, Højbjerg-O'Reilly, donc ils sont très proches. On a vraiment une paire de milieux de terrain centraux, défensifs, relayeurs, appelez-les comme vous voulez. Angel Gomez, Greenwood et Weah et Pachao qui vont être sur les côtés avec Robinho Vaz là pour prendre la profondeur. Pourquoi j'ai pris ça là? Non, après là, je pense que ça va être déjà le moment où on va parler d'O'Reilly. Ouais. Donc ça, c'était surtout en première période où on a finalement une structure euh, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir à l'Olympique de Marseille depuis que Roberto De Zerbi est là, surtout depuis Lens l'année dernière. Donc trois défenseurs centraux, deux milieux de terrain relayeurs, deux milieux de terrain axiaux, deux ailiers qui écartent très fort et un avant-centre. Là, il y avait une variation puisqu'on a vu Robinho Vaz, il n'était pas là pour participer au jeu, mais vraiment pour poser des problèmes dans la profondeur et il le fait de manière excellente comme on l'a vu au tout début. Mais sinon, voilà, on a ce truc, l'occupation des 5 couloirs de jeu et la sécurité défensive avec trois défenseurs, deux milieux centraux. Mais après, dans ces deux milieux centraux, il y a un certain Matt O'Reilly qui joue tous les matchs et on se demandait qu'est-ce qu'il apporte. Bon alors, contre Metz, c'est très facile, on se dit ah ben bien sûr, il a marqué un but, une passe décisive, d'accord, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Donc, on va voir Matt O'Reilly qui est là. Donc voilà, phase de relance. On est dans la continuité, 21-05.
Et donc déjà, on voit son mouvement de tête, il est déjà là à regarder autour de lui. Il va prendre il va se projeter en fait. Il va être là, il va prendre cet espace-là, il va toucher le ballon à cet endroit-là, il va remonter le ballon et il apporte un surnombre, une projection. Il va toujours se projeter là où Højbjerg aura plus tendance à rester derrière en sécurité. Et bon, là aussi, ça paraît pas non plus être complètement dingue. Donc voilà, là encore, j'avais continué la 21.05, 21.09, donc il est là, il va se projeter ici. L'Olympique de Marseille va perdre le ballon. Ah oui, l'Olympique de Marseille grâce à une projection d'O'Reilly, donc on voit projection d'O'Reilly, ça crée une situation. Greenwood va essayer de dribbler, il va perdre le ballon, mais bon pressing extrêmement haut d'Emerson. On a dit, il reste peut-être défenseur central, mais il ne s'empêche pas de monter. Emerson donc fait un pressing haut, il récupère le ballon, il frappe, une frappe ratée. On voit Matt O'Reilly, il est très haut, pas vraiment un milieu de terrain défensif, et dans tous les cas, on a vu déjà beaucoup de choses de ce que fait l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi, où on peut se dire ah bah oui c'est une position assez défensive avec quatre défenseurs de milieu de terrain. Non, en fait il y a un milieu de terrain qui va se projeter, qui va aller attaquer. On a un défenseur central qui va rester peut-être un peu plus bas défensivement, mais qui va se permettre d'aller presser haut assez régulièrement et qui peut finir dans la surface de réparation. Donc au final, on a des choses qu'on voit et des choses qu'on voit aussi vraiment dans la continuité. Ça, la base de 3, le défenseur central qui se projette, c'est différent. Emerson, il se projette pas comme Murillo se projetait, pas du même côté. Matt O'Reilly, il apporte aussi des projections différentes qu'on n'avait pas forcément la saison dernière, parce que Matt O'Reilly, c'est l'autre gros truc. Ça, on est toujours en première période. C'est j'ai décidé, j'ai trouvé ce à quoi il servait. Bon, je rigole, il sert à beaucoup de choses. Mais Matt O'Reilly, je vous disais, quelle est sa force principale? Il est clair que techniquement, il est très propre. On voit qu'il a beaucoup d'applications dans tout ce qu'il fait. Mais pour moi, la force numéro un de Matt O'Reilly, c'est son coffre et c'est le fait qu'il est toujours proche du ballon. C'est un truc de dingue. Quand vous regardez un match et que vous vous concentrez sur Matt O'Reilly, vous le voyez toujours proche du ballon, toujours là, soit à aider pour la défense, soit à donner une solution pour l'attaque. Et vraiment, j'ai pas vu de joueur autant capable de ça à l'Olympique de Marseille depuis un bail. Valentin Rongier, il avait beaucoup de qualités, j'adore Valentin Rongier, il n'était pas capable de ça. Donc la grosse force de Matt O'Reilly pour moi, c'est ça, être toujours proche du ballon. On va aller voir ça ensemble. On va aller voir ça ensemble avec les petites. Hop, je repars là. Je remets mes petites photos. Donc déjà, donc Matt O'Reilly, il va avoir une autre position. On va en reparler surtout en seconde période, mais qui commence à prendre là où en fait Højbjerg va rester seul milieu de terrain défensif et il va être beaucoup plus haut. Encore une fois, ça paraît bête, mais regardez aussi, on va y revenir plus tard, mais il est tout le temps à regarder autour de lui. Contre l'Ajax, ça va être encore plus visible. Voilà, là on est en seconde période. C'est ce dont je vous parlais. La ligne de 3 ici, Højbjerg et Matt O'Reilly, ils montent encore avec Angel Gomez. Sans doute que De Zerbi à la mi-temps, il s'est dit bon, ben, dans tous les cas, ils attaquent à très peu encore. Matt, il faut que tu montes encore plus et il va le faire. Et donc sur le premier but, toujours, enfin c'est le mec, il est toujours bien placé, il est jamais très loin du ballon, parce que même là, il peut paraître loin, mais je suis à peu près persuadé qu'il a dû faire un appel pour venir le récupérer ici, pour venir proposer quelque chose. Il propose toujours quelque chose, il est toujours là pour aider à la défense. Donc là, il aide avec Angel Gomez. Euh, c'est sur l'action du premier but. Là, ça doit être l'action du deuxième but. Donc, vous voyez, là, il est dans le demi-espace droit. Sur l'action du deuxième but, il est dans le demi-espace gauche. Et toujours de trois quarts, toujours avec le geste propre. Là aussi, le geste propre, la passe propre.
c'est un moteur, c'est un gars, il est toujours là pour t'aider, et soit pour défendre, soit pour te donner une solution. Et quand tu lui donnes le ballon, c'est propre. C'est vraiment, vraiment, vraiment quand on se concentre. Bon, après Metz, c'est peut-être son meilleur match, mais j'ai regardé aussi l'Ajax. C'est impressionnant en fait quand tu regardes que ça, c'est impressionnant. Donc là, voilà, encore une fois, à force d'être toujours, là c'est pas le deuxième but en fait, mais à force d'être toujours bien placé, encore une fois, là c'est sur le deuxième but, ben voilà, il est là, il ouvre grand les bras et il dit regarde, je suis là, je suis là, et il va finir par recevoir le ballon dans un espace parfait et frappe encore une fois. Toujours le mec, il est tout, c'est vraiment symptomatique. Il est toujours proche du ballon et quand il reçoit le ballon, il met pas une grosse frappe en pleine lucarne, c'est propre, enroulé, la position du joueur du joueur de foot élégant, etc. Et ça fait but. Et toujours proche du ballon. Là, encore une fois, seconde période, il a beaucoup passé de temps dans le demi-espace droit. Là, c'est sur le troisième but. Encore une fois, proche des cages et il va offrir ce but à Amine Gouiri. Donc vraiment, c'est un truc, en se concentrant que sur le joueur, on voit, il est tout le temps en mouvement, comme le dit Superboc, c'est ça, tout le temps en mouvement. Il est jamais épuisé. Il y a des joueurs, ils sont tout le temps en mouvement. On les adore ces mecs-là, mais Hiroki Sakai, par exemple, bon, c'est différent. Un poste, il peut pas autant bouger sur le terrain, etc. Mais il était tout le temps en mouvement, mais on sentait qu'il était tout le temps dans l'effort. Matt O'Reilly, il est tout le temps en mouvement et il semble jamais fatigué. Il peut refaire un deuxième match, lui, après le premier. C'est extraordinaire à voir, en fait. Vraiment, quand tu te concentres, tu dis, le gars, il est jamais fatigué. Il est tout le temps là, il est tout le temps en mouvement, il est tout le temps à aider ses partenaires. Et on va voir que comment ça s'appelle, contre l'Ajax, où on avait une défense bien différente. Alors attendez, je regarde. Est-ce que c'est passé? Non, forcément. Comment je vais faire? Alors attendez, parce que maintenant il n'ouvre pas. Ah oui. Hop, attendez, je vais vous faire un petit peu de. Je fais un petit peu de. C'est la première fois que j'utilise un peu ce truc de... bah non, c'est bon, ça passe, c'est là. D'utiliser des captures d'écran en direct, ça passe, c'est là. Salut Raoulito, on parle de Matt O'Reilly. Donc Matt O'Reilly, on va aller voir là un petit peu le match contre l'Ajax. Donc un match bien différent du match contre Metz. Tu es à domicile. Contre Metz, tu étais à l'extérieur, mais tu allais avoir tout le temps le ballon. Tu as utilisé l'option Robinho-Vaz pour embêter les Messins dans la profondeur. Là, contre l'Ajax, même si tu étais à domicile, l'Ajax voulait avoir le ballon. En fin de match, De Zerbi a dit un truc du genre l'Ajax restera toujours l'Ajax et voudra toujours avoir le ballon. Donc c'est assez marrant de voir ça. Bien sûr, je vous dis ça, j'ai pas enlevé ça. Hop, voilà. Donc Marseille-Ajax. Donc les cartes de position où on voit, c'est assez rare pour le souligner, que tous les Marseillais ou presque sont dans leur moitié de terrain. On voit encore une fois, on a ce truc avec des Marseillais qui cette fois-ci ont vraiment beaucoup plus défendu et au lieu d'aller chercher la profondeur avec, on avait vu ici contre Metz, Robinho Vaz, il est très loin de tous les autres. Là, Aubameyang, il est un peu plus haut parce que c'est quand même un attaquant de profondeur, mais c'est un attaquant, on a vu, qui est aussi assez bon en remise et qui a donné deux passes décisives. Le premier but, c'est un modèle du genre. Il y a énormément de choses à dire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quelqu'un l'a très bien dit, c'est Florent Toniti. Sur sa chaîne, il a même une petite vidéo, je pense assez courte, qui décrypte le premier but de Pachao. C'est parfait et ce que j'ai encore un peu plus apprécié dans son explication, c'est qu'il a mis en avant aussi le mouvement de Vermeuren qui a ouvert la ligne de passe euh, d'Aguerd vers Aubameyang qui après prolonge vers Pachao. Donc bon, on a dit là contre Metz, Matt O'Reilly, on l'a vu,
il a été beaucoup plus haut. Tenez, d'ailleurs, on va aller voir aussi sa heatmap à Matt O'Reilly. Il était beaucoup plus haut. Il y avait besoin de, il y avait besoin d'aide en attaque. Il a aidé en défense, mais il y avait besoin d'aide en attaque. Donc on voit, il a touché 76 ballons. Il les a touchés principalement ici, donc dans le demi-espace droit, où il a aidé à faire avancer le jeu avant d'en toucher beaucoup plus à gauche en seconde période. Donc il était partout, super match de Matt O'Reilly. Et contre l'Ajax, il faut faire un match différent. Qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Matt O'Reilly, le plus irlandais des Danois, contre l'Ajax? Donc, hop, on part. Début de match, c'est toujours intéressant pour bien voir la disposition. On voit encore que même si on a vraiment beaucoup plus défendu à 4, on voit quand même toujours ce 3-2, 3-2, 5, 3-2, 4-1, grosso modo, lorsque tu as le ballon pour essayer de bien occuper les 5 couloirs de jeu. Donc, couloir droit, demi-espace droit, axe, demi-espace gauche et à gauche. Donc tu essayes de faire ça. Et là on voit Matt O'Reilly. En fait, moi ce qui m'a marqué en revoyant le match de l'Ajax, c'est encore une fois, il est toujours assez proche du ballon, mais surtout, ça a été le patron du milieu de terrain. Et ça a été, j'ai envie de dire, limite le patron de l'équipe. Et ça, c'est assez impressionnant et ça se voit dans son langage corporel. Donc bon, ici c'est le premier but. Je vous dis, allez voir sur la chaîne de Flo, il a fait une superbe palette et vraiment ce que j'ai le plus apprécié, c'est la manière dont il a mis en avant le déplacement de Vermeuren qui ouvre la ligne de passe. C'est pour ce genre de choses que je regarde ce qu'il fait parce que c'est le genre de choses que je ne vais pas forcément voir. Et donc, Matt O'Reilly. Donc voilà, on voit ici, donc ça fait 1-0. Vous allez voir, en fait, donc on voit des choses un peu similaires que face à Metz, mais il était plus bas et vraiment limite. Je vous ai dit, ce duo au milieu de terrain avec Højbjerg face à Metz, c'était Matt O'Reilly qui avait un peu la permission d'aller se projeter. Là, Matt O'Reilly, il était plus dans le rôle d'Heuchberg, donc c'était lui qui laissait Vermeuren à aller se projeter, qui était excellent. D'ailleurs, Vermeuren, je sais pas si c'est un Matt O'Reilly 2, mais si c'est le cas, ça va commencer à faire beaucoup là. Donc, regardez, en fait, c'est un peu bête à dire, hein, mais c'est vraiment son langage corporel. Là, il calme tout le monde. C'était sur un contre. Là, il est encore à faire des gestes pour dire à Medina de calmer le jeu. Là, en fait, j'ai pas fait la capture au bon moment, mais là, en fait, on a laissé les attaquants marseillais ont laissé les mecs de l'Ajax lancer un long ballon. Et là, il se retourne et il engueule ses attaquants. Et enfin, il engueule. C'est pas un mec qui a l'air, qui en fait beaucoup non plus. Mais il leur fait des gestes et il leur parle. En fait, il a parlé pendant tout le match. Ça a été le vrai patron. Là, on le voit encore. C'est lui qui dit comment aller presser, où aller presser. Là, c'est le second but. Tout le monde court autour de Pachao. Lui, il montre du doigt Vermeuren qui a récupéré le ballon. En fait, le gars, ça a été quand vous revoyez le match contre l'Ajax, vous vous rendez compte que c'est lui, par le geste, par la parole, c'est le patron de l'équipe en fait. C'est le patron, c'est lui qui dit au mec va te positionner là-bas. C'est lui qui dit qui met en avant son jeune coéquipier qui a fait une récupération qui amène le second but. C'est lui qui ici, en fait, ça c'est un truc qu'on a vu, que j'ai revu plusieurs fois ce matin. En fait, quand l'Ajax cherchait à relancer, il était tout le temps là. Il prenait la position et ensuite c'était en fonction de ce qu'ils allaient faire.
S'il relance là, il allait attaquer. C'était Taylor. Il a vraiment empoisonné la vie de Taylor pendant tout le match. Soit il allait empoisonner Taylor. Si il balançait un long ballon, hop, il repartait en arrière très très vite pour aller récupérer le ballon. Donc même ça, on voyait que les autres le regardaient lui pour voir comment tu pressais. Vraiment impressionnant. Revoyez le match. Qu'est-ce qu'il me fait là? Revoyez le match face à l'Ajax. En fait, il a encore apporté autre chose. C'est le côté patron en fait de l'équipe. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Allez. Je sais plus ce que je voulais montrer ici. Je sais plus pourquoi j'ai fait cette capture d'écran, mais mais voilà. Encore une fois, vous voyez ici, il est là avec et par le geste, on voit que c'est Vermeuren qui va aller plus haut pour presser. Lui, il est vraiment au cœur du jeu. On voit une ligne de 4 aussi un peu plus claire et il est vraiment au cœur du jeu. Il fait des gestes. On voit Nadir, il regarde O'Reilly pour se positionner. D'ailleurs, il me semble que Vermeuren aussi, il a tourné la tête vers O'Reilly. En fait, on se dit, c'est assez dingue. Le mec, il est arrivé depuis moins d'un mois et contre l'Ajax, revoyez le match. C'est le patron par la parole et par les gestes. Donc, je sais pas si c'était extrêmement clair avec mes captures d'écran un petit peu pourries, mais vraiment la dernière fois je me suis dit on va essayer de regarder un peu plus en détail euh, de quoi il en ressort avec ce Danois, et ben punaise, on a vu. Franchement, si vous avez l'occasion de revoir le match de l'Ajax, et que vous vous concentrez quand vous regardez un match avec O'Reilly et que vous vous concentrez sur son match, vous le voyez tout le temps proche du ballon et contre l'Ajax. En plus de ça, vous le voyez dire va là-bas, qu'est-ce que tu fais, repasse-toi là, replace-toi, truc machin. C'est impressionnant. Je pense que c'est une recrue monstre. Il a été mis en avant là grâce à son très bon match à Metz, mais vraiment en fait face à l'Ajax, il est monstrueux. Et c'est vrai qu'on a tous été éblouis par Vermeuren parce que c'était son premier match, c'est un mec qu'on connaissait encore moins. Mais le patron du milieu de terrain contre l'Ajax, c'est Matt O'Reilly. Donc voilà, excellent joueur, excellente période de l'Olympique de Marseille. Et je vais passer un petit coup dans le chat. Voilà, on me dit JC Flotonity, l'analyse préférée, ton analyse préférée. Allez le voir, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Ça ne parle que de football, ça parle de football, ça montre plein de choses que je me dis ah putain j'avais pas du tout vu ça et c'est argumenté, c'est le foot, c'est pas autre chose. Euh, JC qui dit c'est de ça dont parlait De Zerbi en interview. Ils ont mis 5 minutes à comprendre qu'il fallait aller les chercher plus haut que prévu au tableau noir. Oui, il en a. C'est vrai que De Zerbi a parlé aussi du pressing et de la manière. En fait, il a débriefé de manière assez intéressante contre l'Ajax. Il commence à parler de football en conférence de presse, donc c'est pas mal. Comme aux échecs, il prend la position centrale pour s'adapter selon la ligne de passe choisie par l'adversaire, dit Superboc. C'est vrai il y a ça aussi parce qu'on voit qu'il contre Metz, il était tout le temps de trois quarts. Donc plutôt comme ça. Contre l'Ajax, il avait une position plutôt de face parce que il devait un peu mettre tout le monde devait un peu positionner tout le monde et parler à tout le monde. Je pense que c'est un joueur d'une propreté extrême, Matt O'Reilly, qu'on a recruté. Et, et comme le dit Erwan, on a deux équipes cette année, peu importe qui joue, les mecs sont plus ou moins équivalents en termes de perf. C'est, c'est c'est pas faux, mais vraiment, qui peut faire ce que fait Matt O'Reilly? Maintenant que je me suis concentré sur lui, je me dis, franchement, franchement, j'ai un peu du mal à voir qui peut faire. Comment s'appelait le truc, le truc où je faisais les 11 là? 11 quelque chose, là. J'aurais bien aimé repartir là-dessus. Bref, bon, c'est pas grave, parce que ça va pas, ça va encore être
une séquence très peu streamable. Si, en vrai, quand je regarde d'autres streams, je me dis, mais punaise, il y a des gens qui passent 10 minutes sans parler, et moi, dès que je passe 30 secondes sans parler, je me dis, merde, merde, il faut quand même que, ils sont là pour parler de foot, faut quand même que je parle. Il a vite fait oublier Rabiot, dit Superboc en parlant d'O'Reilly. C'est pas faux du tout. C'est pas faux du tout. Franchement, c'est un truc vraiment différent. Alors, on va pas oublier que Rabiot, c'est un joueur d'une classe technique au-dessus et qu'il imposait quelque chose de différent. En fait, Matt O'Reilly, c'est peut-être le rouage ultime quelque part, mais je pense que c'est quand même moins haut techniquement et physiquement que Rabiot. Je sais pas, c'est des profils quand même qui sont complètement différents, quoi. C'est vraiment des profils complètement différents. Mais ce qui est bien avec Matt O'Reilly, c'est que tu as récupéré un joueur qui est vraiment là pour s'adapter à l'équipe et pas pour que l'équipe s'adapte à lui. Parce que souvenez-vous, l'année dernière, l'OM s'est adapté à Rabiot. Il a fallu lui trouver une position un peu plus haut, etc. C'est pas forcément négatif parce qu'il fait une très grande saison, qu'il aide largement l'OM à aller en Ligue des Champions. Mais là, on sent que pour un entraîneur, Roberto De Zerbi se dit oui, cool. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors maintenant, on va jouer comme ça. Matt, viens, tu vas leur expliquer comment on va faire ça. C'est le joueur parfait pour jouer pour Roberto De Zerbi, pour avoir de la flexibilité tactique, pour dire bah écoute là maintenant tu vas jouer en 10, là tu vas jouer plus relayeur, là tu vas être le mec qui va placer tout le monde au niveau du pressing comme un milieu de terrain défensif. C'est c'est assez dingue. Et Ali Todorov qui dit s'il fait une bonne saison, on n'a pas d'option d'achat sur lui. Clairement, c'est un c'est vraiment pénalisant. Superboc qui dit le passe-plat en somme, bah, c'est mieux c'est un passe-plat de luxe quoi. Quand t'as des passe-plats comme ça, parce que passe-plat c'est un peu péjoratif, mais lui c'est un passe-plat de luxe, notre ami Matt O'Reilly. On va aller voir un petit peu l'effectif. Salut Ricky, désolé, j'imagine que t'as pas eu la notification, mais le replay arrive vite sur YouTube. Désolé, faut que je trouve, des canaux où vous parlez de manière un petit peu plus fréquent. Il n'y a pas de sous-métier, passe-plat, c'est top. Ouais, mais il y a un truc un peu péjoratif à appeler quelqu'un passe-plat, alors que c'est passe-plat de luxe. On n'en parle même plus parce qu'on est habitué. Geronimo Rulli, c'est aussi incroyable. C'est un mec qui est vraiment au-dessus, qui te sauve des points, qui te fait gagner des points. On a la carrière de Paul Lopez à l'Olympique de Marseille n'a pas été simple. Il a peut-être été un peu trop critiqué. Mais il n'y a pas photo quoi entre Rulli et Paul Lopez. Il n'était pas aussi nul que certains voulaient le faire croire. Paul Lopez, il avait une utilité qui était plus au pied qu'autre chose et qui n'était pas non plus dingue. Mais bon, voilà, c'était plus un joueur fonctionnel, surtout pour Sampaoli. Il a eu des bonnes périodes. Ne tapons pas sur Paolo Lopez, mais waouh, la comparaison avec Rulli, elle est assez dingue, quoi. Vraiment, Geronimo Rulli, c'est un gardien qui te fait gagner beaucoup de points quand même. Vraiment, il n'y a pas photo. Entre Rulli et Paolo Lopez, c'est assez dingue. J'ai vu que Ulysse Garcia allait peut-être être réintégré à la liste Ligue des Champions. C'est dur. C'est dur pour lui. Il faut toujours qu'il y ait une avalanche de blessés, qu'il y ait un milliard de merde. Mais on espère qu'il va être là, qu'il va faire un ou deux grands matchs. Allez Ulysse, on est avec toi, on t'encourage. Euh, il le mérite en tout cas. Il a sa part de la qualif. C'est grâce à lui aussi que l'OM est en Ligue des Champions la saison passée. Naïef Aguerd, incroyable. Naïef Aguerd, c'est vraiment
Il m'arrive de regarder des fois les matchs d'Arsenal ou de Manchester City. Enfin, non, surtout j'ai vu Arsenal-Manchester City, mais je sais pas pourquoi j'ai beaucoup vu Arsenal la saison passée. Je les ai encore vus deux, trois fois cette saison. Et tu vois tout à fait le profil défenseur moderne, fort physiquement, rapide, capable de relancer avec le ballon. Et vraiment, des fois, je vois Naïef Aguerd, je me dis, mais putain, franchement, il a pas le niveau pour jouer dans ce genre de club. Il a pas le niveau, il est pas à ce niveau-là. Et je dis ça en sachant que William Saliba, je le porte en estime énormissime. Mais ça vous dit à quel point je suis impressionné par les débuts de Naïef Aguerd. Les débuts de Naïef Aguerd, c'est vraiment le genre de gars, je me dis, il pourrait jouer dans des clubs encore beaucoup plus hauts. Quoique là, l'Olympique de Marseille joue à un niveau assez élevé depuis le début de la saison. Egan Riley, on l'avait presque oublié. Il est revenu contre l'Ajax, il a fait son taf. On espère qu'il va se développer. Il a quel âge déjà, Egan Riley? 2003, donc ça veut dire qu'il aura 23 ans en janvier. Bon, il a un peu le temps, il vient de Championship, mais on espère aussi que ça va pas, qu'on l'a pas recruté juste parce que c'était une opportunité de marché. Mais pour l'instant, vraiment le recrutement de Pavard et de Aguerd, je l'ai dit la dernière fois, mais Pavard c'est moins clinquant que Aguerd parce que Aguerd c'est difficile de faire. Pour moi, un défenseur central qui fait de si bons débuts, bah je pense que j'ai pas vu ça depuis Saliba, Mbemba, c'est incroyable, il est vraiment exceptionnel. Pavard, c'est un peu plus dans l'ombre, même s'il a déjà marqué un but, même si c'est Pavard, donc en France il est un petit peu connu, mais on sent vraiment le gars sûr, quoi, qui a apporté de l'assurance à tout le monde. Et j'ai l'impression que si on peut parler de Matt O'Reilly, si on peut parler de Pao Chao, c'est parce qu'on a pu à parler de la défense. Qu'en fait, Aguerd et Pavard, ils ont mis le sujet défense dans le rétroviseur. Ça y est, c'est fini. On parle plus de la défense à l'Olympique de Marseille. Ils ont tué le débat en fait. Ils ont sécurisé tout le monde. Il n'y a plus de débat sur la défense. Et vraiment, je pense pas que Facundo Medina, il aurait pu apporter. Il est plus instable. Egan Riley, il est un peu trop jeune. En fait, la sécurité, ils viennent avec un bagage positif, quoi, Aguerd et Pavard. Et ils ont sécurisé tout le monde, vraiment. Et maintenant que tu es sécurisé, et ben maintenant tu peux aller attaquer. Maintenant tu peux parler du milieu de terrain. Et j'aime beaucoup Balerdi, mais Balerdi, il te sécurise jamais. C'est un défenseur dangereux dans le positif et le négatif. C'est-à-dire que dans le positif, tu peux jouer de manière un peu kamikaze avec lui. Il va prendre ses responsabilités mais il peut faire n'importe quoi. Aguerd et Pavard, ils sont au-dessus, je pense quand même. Ils sont au-dessus. En fait, ils sécurisent le truc. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ça y est, tu te soucies plus de la défense. Tout comme Emerson aussi, qui est un joueur, voilà, un joueur expérimenté. Bref, on revient un peu comment dire, à une configuration un peu classique, quoi. Tu mets un peu des grognards, des mecs d'expérience derrière, et puis tu vois, ils sécurisent tout le monde, et puis après devant, on voit ce qu'on peut faire. Au milieu, donc on a beaucoup parlé de Matt O'Reilly. Angel Gomez, il est un peu dans une période difficile, et je pensais à ça aussi. En fait, en préparant mon truc là sur Matt O'Reilly ce matin, donc en regardant Metz et l'Ajax, je me disais, en fait, Matt O'Reilly, c'est un mix entre Højbjerg et Angel Gomez. C'est-à-dire qu'il a quand même des capacités physiques assez dingues. Le gars, il court 80 minutes, il est pas fatigué. Il est toujours capable de répéter les efforts, il est toujours proche du ballon. Donc un peu les capacités physiques d'Hojberg. Et il a le truc de Gomez d'être propre avec le ballon, de toujours bien positionner son corps, de faire des gestes simples qui font avancer le jeu. Donc en fait, ouais, voilà, le gars c'est le milieu de terrain ultime. Quoi. J'abuse. Voilà, j'abuse. Mais
Voilà, mix entre Højbjerg et Gomez, et on ne sait pas jusqu'où il peut aller, quoi, mais vraiment très 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 fort, très 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 fort. Et on verra Vermeuren, mais très très fort. Ouais, Vermeuren, donc une première mais étincelante, avec aussi des qualités, je trouve, assez similaires à Matt O'Reilly, au niveau, quand je parle de physique aussi, on a, on a tendance un peu, je trouve des fois, comment dire, à limiter le physique à il est costaud, il peut mettre un coup d'épaule et gagner un duel de la tête. Le physique, c'est aussi donc déjà répéter les efforts sans arrêt, donc comme O'Reilly, comme Vermeuren l'a fait contre l'Ajax, et c'est aussi la manière dont tu joues les duels. En fait, quand tu es en un contre un, la manière dont tu vas imposer, dont tu es costaud sur tes guibolles, dont tu vas pas, on peut te mettre des coups d'épaule. O'Reilly, il est pas souvent au sol, quoi. Et Vermeuren, c'était la même chose. Donc déjà, si tu tombes pas, si t'es toujours proche du ballon, que si tu vas au contact, tu tombes pas facilement, ça c'est du physique. Et qu'en plus de ça, tu cours 90 minutes, ça c'est du physique. Et ça, c'est par exemple ce que peut ne pas apporter Kondogbia, quoi. Il peut gagner des duels de la tête, il est costaud, machin, tout ça, c'est tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est pas la même chose, quoi. Il va pas être aussi proche du ballon, et il va gagner des duels, mais il va aussi être vite pris de vitesse. Il va pas avoir le coffre pour rattraper, ou en tout cas l'accélération, la vitesse nécessaire sur les premiers mètres pour rattraper quelqu'un qui l'a dribblé. Là, O'Reilly ou Vermeuren, tu sens qu'ils peuvent se faire dribbler, mais que, bon, déjà, surtout O'Reilly, il se place bien, donc c'est plus difficile de vraiment totalement l'effacer, et que il a la capacité, il est suffisamment rapide, il n'est pas rapide, c'est pas un bolide, mais qu'il va pas être loin de toi, quoi. Tu peux le dépasser, mais il va pas abandonner. Comme il répète les efforts, même si tu l'effaces, il va être derrière toi. Une fois qu'on doque bien, on avait l'impression on l'effaçait, il y avait la canebière, quoi. Tu lui faisais un dribble contre Toulouse, c'était dur, quoi. L'année dernière au Vélodrome, au M Toulouse, il y a deux trois fois, il se fait dribbler. Après, il y a le boulevard Longchamp. Il y a de la place, quoi. Il y a de la place très vite. Tu pousses ton ballon, t'accélères, tu lui mets une distance. Là, tu pousses ton ballon, t'accélères, tu peux dribbler O'Reilly, tu vas pas lui mettre une distance. Et bon chasseur, il y a le bon milieu de terrain, et bon, et puis il y a le mauvais milieu de terrain. Donc voilà, Angel Gomez, lui, il a pas ce côté physique. Il va plus se faire bouger dans les duels au milieu de terrain. Il faut lui trouver une utilité, mais c'est un bon joueur. C'est quelqu'un qui a peut-être un éventail moins large que qu'O'Reilly et peut-être Vermeuren sur ce qu'il a montré sur son premier match, mais il faut lui trouver une utilité parce que c'est quand même un beau joueur, et je pense que c'est quelqu'un qui peut rendre des services. Højbjerg, c'est le nouveau Rongier sur lequel on va taper toute la saison, mais c'est un joueur de devoir, c'est un joueur intelligent aussi, qui a aussi une certaine physique, qui a aussi une certaine capacité physique à gagner beaucoup de duels au milieu de terrain, donc aussi dans la proximité qu'il va avoir avec ses adversaires. Après, voilà, c'est moins technique que qu'O'Reilly. Et peut-être Vermeuren. Encore une fois, je mets beaucoup de peut-être parce que pour l'instant, on a vu des entrées et un excellent match. Bilal Nadir, c'est aussi une excellente surprise, je trouve, parce que Bilal Nadir, il est, c'est un joueur de la rotation, c'est un joueur aussi assez intelligent que tu peux faire jouer à des positions éloignées de ses postes de formation, mais il va faire ça bien, techniquement propre, donc très bonne surprise, très bon joueur aussi de rotation, Bilal Nadir. Donc c'est l'ami, je sais pas si on va le revoir, Daryl Bakola, on va sans doute le voir un petit peu moins. On espère qu'ils auront un peu de temps de jeu. En attaque, Neil Mopé. Non, je rigole. Non, mais c'est un peu dur pour Neil Mopé quand même. C'est aussi ce genre de moment où tu te souviens que cet Olympique de Marseille a quand même certaines limites au niveau humain. Après, voilà, on va pas parler de ça. Aubameyang, attaquant de dingue. Un attaquant de vraiment Aubameyang.
Traoré, en fait, tu sais même plus, tu regardes n'importe où, tu vois. Traoré, j'avais oublié qu'il était à l'OM. Je sais plus quand quelqu'un m'a dit, ah ouais, il y a Traoré aussi. Je me suis dit, ah oui, merde, c'est vrai, j'avais oublié qu'il était à l'OM. Bon, Traoré, on verra pour quand tu vas revenir. Mais c'est quelqu'un qui a montré des trucs de dingue. Mais Aubameyang, vraiment, j'insiste, c'est assez épatant quand même, hein. C'est assez épatant. Le mec, il a 36 ans, il va sur ses 37 ans, il peut jouer en remise. Ce qu'il a montré contre l'Ajax, c'est ce qu'il a montré contre l'Ajax, c'est dingue parce que il attire les défenseurs, il joue en remise, il marque des buts quand même, il est tout le temps là, il est tout le temps capable de marquer. Je me souviens qu'au tout début, moi, ce que je lui reprochais beaucoup à son arrivée à l'Olympique de Marseille, c'était de faire des gestes, en fait, de faire un peu ses spéciales, là, c'est son petit ballon piqué, et je me disais, ah, ça ressemble un peu au joueur has-been qui tente toujours sa spéciale, mais sa spéciale, elle ne passe plus maintenant, et il est un petit peu toujours à l'essayer. On a perdu, c'est dommage que ces débuts ne soient pas réussis, parce que je pense qu'ils ont coûté cher, ils ont ouvert la porte à cette crise-là, qui était incompréhensible au début de la saison, Marcelino, machin, tout ça, et une fois il a mis 2 3 mois vraiment à se remettre dedans, mais une fois qu'il s'est remis dedans, en fait, il a pas arrêté de me faire taire. C'est-à-dire que de un, il réussissait ses spéciales là, ses spéciales où je me disais, bah le gars, il arrête pas de les tenter. Bah si, il les réussit maintenant, il les réussit. Il était devenu passeur, il était devenu leader parce qu'il poussait tous ces jeunes là autour de lui. Et il n'avait pas qu'un ou deux gestes devant le but, il pouvait terminer de plein de manières différentes. Donc il m'impressionne quoi, il m'impressionne réellement. Et là, son jeu en remise contre l'Ajax, on a vu que c'était travaillé. Et puis à 36 ans, quoi, c'est dingue aussi. Et ça ouvre aussi la porte, ce genre de joueur. Je pense que c'est très intéressant, c'est très intéressant parce que on dit tout le temps, oui, bah maintenant les joueurs, ils jouent trop de matchs, etc. Et c'est vrai, faut prendre ça en compte. Les matchs sont plus intenses, c'est vrai. D'un autre côté, si tu compares à il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, je sais pas si Aubameyang aurait duré à ce niveau-là jusqu'à 36 37 ans. C'est ça aussi la différence, et on en voit de plus en plus des mecs de 36 37 ans durer à très haut niveau. Comme je vous dis, me suis mis à regarder la NBA, LeBron James et Steph Curry, ils sont toujours dans les 15 meilleurs joueurs de NBA à 36 ou 37 et 40 ou 41 ans. Donc bon, il faut toujours un peu élargir les débats. Il faut pas dire oui, bah non, bah ils se plaignent, ils ont pas le droit. Non, ils ont le droit de se plaindre, mais il y a aussi une autre partie de ce débat à ouvrir. Dommage pour Traoré, me dit Judge Thread. Ouais, oui, dommage. Après, c'est parfait, c'est parfait pour lui. Regarde, là, l'équipe tourne. Le gars vient d'arriver, il a été titulaire d'emblée, c'était une période compliquée. Ben remets-toi, remets-toi tranquille. Il a 23 ans, en espérant, voilà. En fait, normalement, c'est parfait. Il faut juste que Roberto De Zerbi ne se dise pas, ah bon, ça y est, j'ai plus besoin de lui. Mais si à un moment, tu vois, tu vas être un peu moins bien, peut-être que Pachao, là, il semble prendre son élan, peut-être qu'à un moment, petite blessure, il est absent 2 3 semaines, à ce moment-là, si Traoré revient et qu'il est bon, et que tu es toujours aussi solide derrière défensivement, tu peux le lancer. En fait, il faudrait, c'est ça le prochain cap à passer pour l'Olympique de Marseille. Alors, ouais, je vous disais, c'est ça le prochain cap à passer pour l'Olympique de Marseille, c'est d'être une structure suffisamment forte et solide pour que tu mettes un joueur, que quand tu incorpores un joueur là-dedans, que ce soit un jeune ou une nouvelle recrue, eh ben il trouve tout de suite ses marques parce que la structure est suffisamment solide. Donc, alors que jusqu'ici, on avait plutôt tendance à avoir une structure toujours dans l'urgence. On était tout le temps à ça de la crise, donc tu pouvais incorporer aucun jeune et tu pouvais difficilement incorporer les recrues. Il fallait être très fort pour être une recrue et s'incorporer parce que voilà, tu rentrais, il fallait tout de suite être très bon. Alors que là, si
tu sais, comme à Metz, là, tu as joué un match à Metz où, franchement, en première période, t'as quand même les occasions, tu t'en rates une ou deux, tu frappes le poteau, ça peut mal tourner ce genre de truc. Bah non, la structure est suffisamment solide, encore une fois, Aguerre Pavard, pour que en seconde période, eh ben tu fais la différence, ça va. Donc là, tu peux incorporer des jeunes, tu peux essayer l'option Robinho Vaz et tu peux donc voir les qualités de Robinho Vaz et peut-être que Traoré ce sera la même chose. On espère dans tous les cas. Kondo, Kondo, le secteur qui fait le plus avancer au club, c'est le medical, dit Judge Thread. C'est très méchant, mais très drôle, mais très méchant quand même, très méchant. Bon, messieurs, je pense qu'on va se quitter ici. On reviendra, j'espère très vite, j'espère très vite. Reparler de l'OM, reparler de la Ligue des Champions aussi. Je vais voir comment a été le son aussi, puisque je vous dis mon bon vieux, mon bon vieux Micro Blue, je pense qu'il est en train de rendre l'âme. Dans tous les cas, il y a ces fluctuations bizarres. Je vois que quand je le branche dans un port USB, ça fonctionne pas. Je pense que il est vieux. Il est très très vieux, donc je pense qu'il est en train de rendre l'âme. Euh, et je vais peut-être acheter un micro d'appoint, un petit truc. J'espère que le son aura été en tout cas décent, à défaut de mieux. Je vous dis à très vite, messieurs, dames. Merci à tous d'avoir été là. Je vais mettre vite le replay en live sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, même à me dire au niveau du son s'il y a des trucs sans m'insulter, c'est toujours mieux, c'est jamais très cool d'être insulté, mais voilà, si c'est poli, je sais qu'il y a des trucs, et puis voilà, je vous dis à très vite. J'essaye de vous tenir au courant. Je mettrai des messages maintenant sur YouTube aussi. Donc, si vous êtes abonné sur YouTube, je pense que vous recevrez des notifications. Faut que je regarde aussi sur Twitch. Je vais essayer de mettre des messages et de prévenir 24 heures à l'avance pour les prochains lives. Dans tous les cas, je vous dis merci encore et à très très vite.